Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que ça va bien. Je dis une nouvelle émission et c'est aussi la dernière émission de la saison actuelle. Nous sommes déjà rendus à la fin du mois de mai. On va prendre des petites vacances. On va recruter des gens pour la prochaine saison. Et bon, j'en ai déjà quelques-uns et j'en voudrais encore plus. Alors, si vous voulez vous manifester, vous proposer ou me proposer des gens, vous savez comment faire. Mais en attendant, j'ai un invité à vous présenter aujourd'hui. Et en plus, on a décidé de venir terminer la saison à Québec. Parce que oui, on est à Québec avec un invité qui est né à Québec. Mais je vais le laisser tout vous expliquer ça lui-même. Je vais pas parler à sa place. Il s'appelle Jason Fortin. Tout d'abord, bonjour Jason. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien toi? Merci de m'accueillir. Oui, ça va bien. Et merci de m'accueillir à Québec. C'est vraiment gentil. Ça nous fait sortir un petit peu de notre milieu montréalais, longueuillois. C'est très... Il y a plein de gens à Québec à rencontrer. Effectivement. Alors, merci de te prêter au jeu. Et bon, on va expliquer un peu... moi, je sais que je me souviens pas c'est qui, mais j'ai quelqu'un qui m'avait parlé de toi. Je t'ai écrit sur Facebook, tu m'as répondu. Ça a pris un certain temps avant qu'on orchestre l'entrevue, mais c'est aujourd'hui que ça se fait. Alors, je pense que les gens qui te connaissent pas déjà souhaitent te connaître. Alors, on va commencer par le début. Tout d'abord, est-ce que tu es à l'aise de dire ton âge? Oui, je suis né en octobre 82, j'ai 36 ans, presque 37, il y a aucune problématique avec ça. Pas de secret? Non. T'es en octobre, toi aussi? Oui, à la fin octobre. Fin octobre. Moi, c'est début octobre. Ouais. C'est un beau mois quand même, octobre. C'est le mois de l'automne. Oui, plein d'odeurs, des feuilles, la fin d'un cycle, le début d'un autre. Effectivement. Et quand on s'y arrête, on se rend compte de tout ça. Oui. Bon, je l'ai dit, t'es né à Québec? Oui, à l'hôpital Saint-Sacrement, à l'époque, il y avait des naissances. Je suis né c'était assez compliqué, 2 semaines de retard. De retard? Oui, okay. De retard. 18 heures de contraction, de travail. T'as oublié de prendre les fourchettes. Donc, pour un premier garçon, ma mère, elle l'a eu... difficile. Pour un premier bébé, elle l'a eu difficile. Disons que t'étais pas pressé de sortir. Non, j'étais pas pressé de sortir. 9 livres et 10. Wow! OK, 9 livres et 10. C'est oui, tout qu'un bébé. Oui, tout un bébé. Puis, c'est ça. C'est un vendredi, il mouillait. Hey, moi aussi, je suis né un vendredi. Et là, est-ce que toi, est-ce que c'était à la naissance que tu avais un handicap visuel? Comment ça se fait? Ils n'ont rien détecté à la naissance, mais on restait à Sainte-Foy, ici à Québec, puis assez tôt, je dirais, probablement les 18 premiers mois, mes parents se sont doutés de quoi, parce que j'allais dehors le jour, je voulais pas jouer dehors, rien. Puis le soir, quelqu'un allait faire l'épicerie ou quelque chose de même, que je voulais plus rentrer. Ma mère, elle m'appelait.
Elle voyait que je m'en venais comme il faut, mais à la dernière minute, je rentrais dans un obstacle. Il y avait de quoi qui faisait en sorte que c'était pas nécessairement comme les autres. Ouais, c'est ça qui était douteux, là. OK. Puis, ils ont... À un moment donné, ils se sont doutés, je me souviens plus qu'est-ce qu'ils leur ont amené à consulter. Ils ont douté, puis de 4 heures, jusqu'à l'heure de 4h30, ils ont cherché. À 4h30, ils ont émis un premier diagnostic, mais j'étais fonctionnellement voyant à cette époque-là. J'avais un résidu visuel, je voyais pas les couleurs, je voyais peut-être 10 à 10%. Puis c'est pas mal ça, là. Voyais les personnes comme des bonnes lunettes, voyais pas les détails. Voyait mieux le soir que le jour, à cause que la pupille, elle faisait le contraire de qu'est-ce qu'elle devait faire face à la lumière. Puis j'étais fonctionnel avec qu'est-ce que j'avais comme vision. C'est ça, mais c'était peu, tu sais, quand même. Puis ça t'apportait quand même beaucoup de complications. Énormément de complications, mais j'étais quand même fonctionnel avec qu'est-ce que j'avais comme vision. OK. Et là, tu disais jusqu'à l'âge de 4 ans et demi, tout ça? Ils ont mis un premier diagnostic à l'âge de 4 ans et demi. J'ai fonctionné, contrairement aux pronostics, avec la vision jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près. OK, c'est que là, t'as commencé l'école? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu commencé? J'ai commencé l'école, on avait acheté une maison dans les limites de Sainte-Foy-Saint-Sacrement, la Sainte-Foy-Lantenne-Arrête. Puis, oui, j'ai été en maternelle en régulier. Première année, j'avais besoin de grossir dans le caractère. Des débats. Mes parents grossissaient au crayon feu chez nous, j'avais une loupe, mais c'était pas à l'école, donc C'était pas accepté à l'école que t'aies une loupe ou une loupe que ma mère grossissait au crayon feu chez nous. Ah ouais, ok. C'était pas accepté. Jusqu'à peu près au mois d'avril, où que là, ils ont eu des pépites avec une inclinaison, puis qu'on m'a dit que fallait à 3 pieds de tableau avec 2 de mes amis, puis vu que je parlais à tout le monde, c'était difficile de choisir 2 de mes amis, tout ça, c'est que j'ai pas passé la première année à cause de ça, à cause de tous les problèmes que ça a dû engendrer pendant l'année. Oui. Mais là, quand tu dis avec 2 amis, c'est parce que tes 2 amis, ils pouvaient aller avec toi. Mettre leur pépite à côté du mien à 3 pieds du tableau. Pour t'aider? Pour voir, pour que je sois avec les autres, mais j'étais pas avec les autres. Le reste, peut-être des 20-25 camarades de classe, c'était en arrière, dans le fond. Moi, j'étais en avant pour pouvoir voir le tableau. Puis de très proche. Mm-hmm. À tester le télescope, la loupe, mais c'était pas concluant. C'est sûr que là, on était peut-être à avril. L'année achevait, là. L'année était très entreprise. Oui. C'est que là, t'as pas réussi ton année cette fois-là, cette année-là? Oui, mes parents se sont séparés. On a déménagé. Puis j'ai repris ma première année dans une autre école à Sainte-Foy. OK, dans une autre école en plus? Ouais, à cause de la séparation de tes parents. La séparation de mes parents. Mes parents, ils restaient à cette époque-là près un de l'autre, chacun chez eux. Puis encore là, c'était une autre commission scolaire, on a essayé, puis là, encore là, j'ai eu des problématiques. Puis à la mi-avril, j'ai été mis dans une école particulière, adaptée aux personnes qui avaient des problèmes de vision, ici à Charlebourg. Oui,
OK, donc à l'école adaptée, comme Oui. l'équivalent, mettons, de l'école Jacques Ouellette à Oui. Longueuil. Mhm. Malgré qu'elle n'existe plus à cette heure, cette école. Ici, à Charlebourg, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. OK. Et là, pour toi, comment ça a été l'arrivée à cette... Ils t'ont fait arriver à l'école au mois d'avril? Oui, parce que là, ils ont essayé de me faire... on était à 90, 89, 90, qui se demande. C'est-à-dire qu'il y avait encore un débat entre l'intégration et dans des écoles spécialisées. Mhm. Donc, vu qu'ils voyaient que dans l'école du milieu, ça fonctionnait pas, ils ont décidé pour réussir que je sois dans une école particulière. Je fonctionnais avec mon résidu visuel, avec une télévisionneuse, une loupe, puis j'avais pas encore perdu ma vision, puis j'étais supposé rester comme ça. Puis, au mois d'avril, ils m'ont mis, on était dans une classe de 6-7 à ma mémoire. Des petites classes, là. Ouais, des petites classes, puis l'intégration s'est faite assez bien. En mathématiques, j'ai réussi à passer la première année, mais pas en français. OK. L'année d'ensuite, j'ai fait une partie de ma deuxième année je faisais ma deuxième année en mathématiques, ma première année en français. C'était de même. OK, comme en décalage un peu Oui. avec... Oui. Mais tu sais, changer d'école en plein milieu... Ben, tu sais, même au mois d'avril, l'année est très entreprise, là. Ça doit être quand même quelque chose. Ça doit être quand même... Ouais, c'était un bouleversement, mais j'ai quand somme toute, ça s'est quand même bien déroulé à ma mémoire. Comme vous dites, ça va faire 20 d'années, Oui. c'est quand même loin, là. Mais Mais ce que tu te rappelles, c'était quand même positif. Oui. OK. Puis là, tu parlais du débat entre l'école spécialisée et l'intégration dans les écoles régulières. Est-ce qu'ils débattaient sur... est-ce que tu te souviens s'ils débattaient à savoir si ils commençaient par essayer à l'école spécialisée, puis après ça, si ça allait bien, ils transféraient dans l'école régulière, ou si c'était vraiment plus comme l'inverse? Moi, à ma connaissance, c'était l'inverse. On était... moi, j'ai commencé à l'école du quartier. J'ai pas souvenir qu'il y a eu un débat sur la capacité. Je me souviens d'avoir été analysé par une spécialiste d'orthopédagogue, mais ouais. je me souviens pas qu'il y ait eu un véritable débat, puis j'étais suivi là, à l'époque là, au centre de réadaptation. C'est-à-dire que j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu un débat à ce que tu ailles à l'école le quartier ou tu ailles à l'école spécialisée. C'est que la majorité des gens, ils ont fait probablement le même parcours que toi, puis si ça allait pas, là, ils allaient à l'école spécialisée. À m'en souvenir, oui. OK. Je peux me tromper. Ah ben non, ben moi, je te demande ta perception, là, si tu penses que c'est ça. Me souvenir, à fin des années 80, début des années 90, oui, ça se passait comme ça. Ça se passait comme ça. Est-ce que tu sais pourquoi que ça l'a fermé, cette école-là? Est-ce que c'était... Fermé, entre guillemets, d'un, il y avait deux volets. Il y avait un volet où c'était des personnes qui avaient des situations de handicap intellectuel, puis il y avait des handicaps, des personnes avec des situations de handicap visuel. Puis en 97, quand on l'a fermé, il y avait plus de personnes avec des handicaps visuels qui allaient un cheminement régulier, là, comme dit. OK. On est tous intégrés. Nous autres, on est tous passés soit à la fin de l'élémentaire ou au secondaire. Moi, l'école, elle a fermé parce que... C'est pour un manque d'élèves, là. Les élèves étaient vraiment toutes... Pour les personnes handicapées intellectuelles, avec un handicap associé, le bâtiment correspondait plus aux besoins.
Puis pour la classe, il restait une classe, on était peut-être 5 handicapés, personnes vivant des situations de handicap visuel. Puis on a tous été intégrés dans notre milieu, donc Ça avait plus sa raison d'être. d'être. Mais il en restait 5 en tout et pour tout niveau confondu. Au primaire, il n'y avait pas Ok. de secondaire. Puis au secondaire, les personnes étaient intégrées dans le milieu. Puis il y a une personne qui était rendue à 21 ans, si ma mémoire est bonne, qui est allée à l'éducation des adultes. Des adultes. Parce qu'à 21 ans, j'imagine qu'à un moment donné, il fallait qu'elle quitte ou... Ouais, je crois ce qu'on m'a toujours dit. Moi, c'est sûr que j'ai été intégré au secondaire à l'école de quartier, puis je restais à Charlebourg. Ça veut dire que j'ai été intégré ici. Il y a quelqu'un qui est parti à Matane. Il y a quelqu'un qui était parti déjà au lac Saint-Jean. Il y a quelqu'un qui était intégré à Beauport-Charlebourg aussi. Ça veut dire que, disons qu'il aurait... Pour les personnes vivant des situations de handicap visuel, il n'y avait plus de raison d'être, probablement. Ouais. Ça nécessitait plus d'avoir une école spécialisée pour la quantité d'élèves qui restaient. Ouais. Puis ils ont été intégrés de toute façon. Oui. Mhm. Là, j'aimerais ça qu'on parle un peu parce que tu me disais, bon, quand tu étais dans ton école en première année, tu disais je parlais à tout le monde, je parlais à beaucoup de monde. C'est que le côté social pour toi, c'était pas difficile de parler aux gens, de te faire des amis, de... Quand j'ai... il y a 2 volets, je te dirais. Même 3 volets à ta question. OK, c'est Il y a intéressant. quand j'étais gamin, que je restais que j'avais un réduit visuel, oui, même 4, de 0 à... De 0 à aller jusqu'à 4 ans, 4 ans et demi, j'étais extrêmement couvé. Même ma mère elle raconte souvent que entre chez surprotégeait? nous, puis entre chez nous puis le parc, il y avait un cul-de-sac, puis il prenait l'auto puis il allait me porter au parc. Ça veut dire que pour donner l'exemple, mais à un moment donné, elle s'est fait aider, puis elle m'a Laisser plus... laissé plus voler de mes propres ailes. Là, on a été les premiers dans le quartier à avoir une piscine. Donc, puis j'étais à la prématernelle, donc je me suis fait des amis, puis on s'est tous ramassés chez nous. Je parlais à tout le monde. J'avais un début d'une grande gueule, peut-être. Après ça, là, je dirais qu'un coup entré à l'école spécialisée, là, je me tenais avec le cercle de personnes spécialisées, puis dans mon quartier, je me suis comme un peu fermé. Puis j'ai perdu aussi qu'est-ce que j'avais de résidus visuels vers l'âge de 12 ans, sauf qu'il était pas... Il t'avait pas prévu ça, là. T'sais. Non, c'était pas prévu. Okay. Donc, je me suis un peu refermé sur moi-même. Même, je me souviens, à l'adolescence, oui, à l'école secondaire intégrée, je parlais à tout le monde, mais chez nous, il y a pas grand monde qui venait, puis mon père, il voulait que j'aie plus d'amis, mais moi, mes amis, c'était mes livres, puis j'avais quelques amis qui venaient chez nous, beaucoup triés sur le volet, puis mais je parlais à tout le monde. Ça, à l'école, tout le monde me connaissait, je parlais à tout le monde me disait salut, j'avais j'ai eu mes deux mes chiens guides, puis on était un peu le mascotte d'école. Je faisais du conseil étudiant, mais chez nous, il y a pas grand monde qui... Ça s'arrêtait plus au niveau de l'école, là, oui. pour venir à la maison, ou est-ce que les gens t'invitaient-tu ou pas? Oui, j'avais mes amis, on avait nos 4-5 amis de gars que j'allais chez eux, mais c'était pas plus que ça. C'était plus les amis plus proches, le groupe plus intime. Là. J'allais à la maison des jeunes, j'allais au patron, mais le monde, j'allais chez quelques amis, mais c'était très tiré sur le volet, puis aller jusqu'en 5e secondaire, j'avais pas
nécessairement de copine, puis je cherchais pas de n'avoir, puis moi j'étais studieux, j'avais mes romans, puis mes parents le savaient que si je me cherchais, ils allaient me trouver dans ma chambre avec mes livres, mais dînais troisième à cinquième secondaire, mais mon père restait dans la cour sa maison donnait sur la cour de la polyvalente, puis je dînais à l'école, je voulais pas aller dîner chez eux, ils étaient famille d'accueil, puis c'était pas j'aimais mieux dîner chez nous, il y avait des gens, on était 400 chez nous, puis le soir, je m'enfermais dans ma chambre à étudier, puis j'étais un très bon... j'étais une bolle, là. C'est que le niveau scolaire, ça allait bien, là. Tu parlais tantôt en français, tout ça, ça s'est replacé, ça, plus tard? Quand j'ai appris le braille, parce que à l'âge de en 94, j'ai changé de mode, j'ai passé partie du visuel au braille. À partir de là, j'ai commencé à aimer y aller. J'avais encore des légers problèmes avec l'orthographe, tout ça, mais je me suis amélioré. Il a fallu que je rattrape l'été pour pouvoir être intégré, tout ça. Mais le travail me faisait pas peur, donc je me suis rattrapé, puis au secondaire, j'excellais. Puis forcément, il y a beaucoup, les professeurs, admettons, les gens qui étaient, admettons, moins bons en français, ils disaient souvent qu'ils lisaient pas assez, puis tout ça. C'est que toi, en commençant à lire, forcément, ça aide pour l'orthographe, ça aide pour les structures de phrases, pour la grammaire, ça aide pour un paquet de choses. Ça fait que forcément, en lisant beaucoup, ça donne des bonnes chances. Là. Oui, il y a des années que je m'en sortais bien, d'autres années que je m'en sortais moins bien. Mais somme tout, en français, au secondaire, ça a relativement été passable. Là, OK. Même j'ai des professeurs de français qui me trouvaient très bons, d'autres moins bons. C'est comme dans tout, c'est ça que j'excellais dans les sciences, plus au secondaire. J'ai fait mes maths fortes, j'ai fait Oui! sciences, Oh mon Dieu, OK. C'est que ça, en maths, même au secondaire, là, c'était pas un problème, là. C'était ma force, juste que... Il y a mes 5,36, là, je sais pas sûr, mais que je me suis tapé sa tête longtemps, puis que même aujourd'hui, je me dis j'aurais dû refaire mes 5,36 parce que mon cheminement après ça au collégial puis à l'université aurait été peut-être moins différent et moins ardu, mais pour quelqu'un qui devait pas aller au cégep à l'université à cause du début, justement, qu'on refusait ces agrandissements. Ouais, ça part de loin, là. Oui, C'est incroyable. Oui. Parce que la majorité des non-voyants qui ont passé à mon micro, c'était plus leur bête noire, là, les mathématiques, que de dire on va faire les 5,36 puis tout ça. Hein, aller jusqu'en 5e secondaire, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire, je disais génie électrique à Tubert, c'était il y a eu le droit à une secousse, mais c'était pas mal les deux volets. Moi, je me souviens d'un examen 100% avec le tableau de périodiste en sciences physiques fortes. Oui, les circuits électriques, c'était pas les circuits électriques, un examen spécifique que là, j'avais passé, mais j'étais pas le seul à l'avoir passé. Même mes camarades qui voyaient l'avaient... C'est ça, c'était pas nécessairement une question de... Le handicap aidait peut-être pas, mais même ceux qui avaient leurs yeux l'ont pas nécessairement réussi. Oui, puis c'est ça aussi que dans mes périodes, il paraît qu'à cette heure, ils fonctionnent plus de même, les élèves intégrés, mais j'avais des aides pédagogiques particulières qui étaient fortes en sciences et en mathématiques. Même j'en avais une que son mari était prof de mathématiques. Donc, que ça allait aider, parce qu'en 5e secondaire, j'ai eu quelqu'un qui était moins forte. Puis je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est à cause de volonté personnelle. Sciences, chimie, je les ai passés ça a fait, puis mathématiques, comme je disais tout à l'heure, je l'ai échoué, donc ça a été comme un drame d'orientation,
de choix. Au début, on devait aller au collège en sciences nature, puis en fin de compte, on a fini en sciences humaines, pas de maths. Ça veut dire que- Ouais. Petit changement, comme tu dis. Mais tu as dit que tu avais fait du cégep, de l'université. Oui. OK. Qu'est-ce que tu as fait au cégep? Sciences humaines, pas de maths. Pas de maths. OK. Après ça, je suis rentré à l'université en relations industrielles que j'ai pas terminé, qui demande pas de maths, pour aller faire un appoint de mathématiques pour rentrer en administration, pour avoir un grade en administration des affaires avec un certificat en relations de travail pour enlever les veines de pas avoir fini le bac en relations industrielles. C'est pas mal ça. Puis là, c'est sûr que des fois, je rêve à aller faire le droit, mais il y a un problème de moyenne, il y a un problème d'assiduité. Ouais. C'est pas toujours... Fait qu'il dit, Jason, t'aurais allé faire l'informatique, mais Jason, est-ce que je vois travailler en informatique? Est-ce qu'il me tente ça, l'informatique? C'est une grande autre question. Ouais. Mais est-ce que Jason aime ça, l'informatique? Oui, mais est-ce qu'il travaillera en informatique? Non, ça, je comprends que c'est deux questions. Ouais. Mais t'aimes ça quand même pour toi? Oui, pour aller, pour fonctionner, pour essayer d'aider le monde, oui. Pour être plus connaissant que la moyenne des gens, oui. Mais... Ben, c'est déjà beaucoup, parce que déjà, aider le monde, c'est pas tout le monde qui est capable d'aider le monde en informatique. Faut être capable de comprendre assez bien, puis il faut être capable de l'expliquer pour que les autres comprennent aussi. C'est déjà beaucoup. Oui, oui, c'est sûr. Puis toi, tu as commencé à t'intéresser à l'informatique à quel moment? En quelle année? Quand j'ai perdu la vision en 94, quand on a mis un ordinateur avec un afficheur braille dans mes mains sur un MS-DOS avec WordPress 5.1. T'as connu le DOS, toi? Oui. OK, cool, parce que moi aussi, j'ai connu ça, puis c'est loin d'être tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas une si grande différence d'âge non plus. C'est qu'on a connu peut-être un peu les mêmes choses. MS-DOS, après ça Windows 98, Oui. XP. Là, je suis resté à Windows. Resté dans mes pantoufles avec Windows 7, mais va falloir que je pense à... Ouais, t'auras peut-être pas le choix, Ouais. mais t'aimes ça rester dans tes pantoufles un bout, toi aussi, quand tu sais, Windows 7, c'était bien quand même? Ouais, oui. Windows XP et Windows 7, là, c'est des pantoufles. C'est vrai là. que Windows XP aussi, c'était bien. Oui, Ça plantait pas, c'était stable. oui. Ça allait bien. Donc, si je comprends bien, 1994, ça n'a pas juste été pour moi que ça a été une grosse année. Ça a été pour toi aussi. L'apprentissage du braille, l'apprentissage de l'informatique, ça a été tout dans ces années-là. Oui. Il y a eu 94, c'est une grosse année de la musique, mais c'est une grosse année de ma vie. 94, c'était... on tombe... Des gros apprentissages. Oui, puis il y a un deuil, parce que, tu sais, quand on dit t'as un diagnostic, Oui. t'es supposé de rester avec ton résidu visuel, tu te formes avec un résidu visuel, pas en plus que t'apprennes que t'as un problème d'audition. Disons que ça a été 93-94 a été des 2 années assez sombres, assez... puis j'avais un caractère, disons que j'étais pas tout... J'étais colérique, disons. T'avais un caractère bouillant? Oui, Ah j'étais... oui, j'étais... je poignais les nerfs, puis j'étais... J'étais direct, disons. Avec les gens en général? Ou, Oui, avec les ouais? gens, avec ma famille. Pas beaucoup de patience? Non. J'étais une bonne personne, mais je montais dans les rideaux assez rapidement, disons. OK. Mais là, je vais poser quelques questions plates. Tu répondras comme tu veux. Mais bon, là, on t'avait dit, autrement dit, que tu n'étais pas censé te perdre la vision. Exact. Puis comment que ça s'est manifesté, la perte de vision qui te restait?
comment ça s'est manifesté, je pourrais pas trop te répondre, mais je sais qu'on l'a découvert à l'école spécialisée, on avait des cours de natation. Puis, un coup, on va au cours de natation, je cherche ma case, je mange à m'asseoir à côté du banc, puis là, c'est de même que les questions se sont commencées à se poser, mais je commençais à me plaindre de maux de tête. Là, ils ont commencé à voir avec ma télévisionneuse si j'étais capable de lire. Ils ont commencé à voir que je grossissais beaucoup. OK, c'est que toutes des choses qui changeaient, là, des choses comme à la natation, avant, tu trouvais ta case facilement. Il y a toutes des choses qui ont commencé à être plus difficiles. Exact. Puis grossir plus à la télévisionneuse, puis tout ça. Exact. Puis ben là, les maux de tête, ça aussi, ça peut être inquiétant. Oui, puis là, en automologie, en autométrie au centre de réadaptation, ils ont passé des évaluations, puis là, c'est sûr que là, ils se sont rendus compte que qu'est-ce que je voyais, je le voyais plus. Et que là, on a commencé à essayer de trouver pourquoi ça s'est fait ça. Et sur un an, là, j'ai vu 3 spécialistes, deux à Québec, un à Montréal, parce que là, mon père, il acceptait pas qu'on... Non, il dit c'est tel diagnostic, l'autre qui dit c'est tel autre diagnostic, donc on voulait c'était différent. Parce que le diagnostic émis en 86, c'était supposé de rester stable, donc pourquoi ça diminue, et là... Et quand même assez rapidement. Ouais, sur 8 ans. Ouais, ben ouais, puis un jour que c'est devenu plus évident. Ouais, donc là on va à Montréal, là, il y a un diagnostic qui a été mis, là, il y en a 2 sur 3 qui disent que c'était le diagnostic, donc que c'est normal que j'ai perdu la vue, puis que va fonctionner, que je la retrouverai pas, ma vue, c'est qu'il faut que je fonctionne avec la braille. Ça, ils s'entendaient là-dessus aussi, qu'il y avait rien à faire pour la retrouver? Non. OK. Là, peut-être aujourd'hui, mais encore là, on n'est pas sûr, parce que la génétique qui invalide le diagnostic qui a été émis en 94, ça veut dire que on a émis un 3e diagnostic par génétique, mais maintenant là, la génétique trouve pas le 3e diagnostic, mais on fonctionne sur le 3e diagnostic à cause de mes problèmes d'audition. On peut en parler un peu des problèmes auditifs? Oui. Ça a commencé quand, ça? En 93, en même temps que la perte de vision. C'était la maîtresse d'école à se poser des questions parce que j'entendais pas. Je faisais répéter, je parlais fort, puis... Encore là, il y a eu comme un changement, là, qu'avant, t'entendais. J'écoutais toujours les affaires fortes, mais on se posait plus ou moins de questions, puis à un moment donné, on s'est mis à poser des questions, j'ai passé des tests d'audition, puis c'est là qu'on a découvert que j'avais un problème d'audition, que j'ai commencé à porter des prothèses auditives en 93. Puis là, t'as encore des prothèses? Oui, il va porter des prothèses probablement toute ma vie. Ça non plus, ça revient pas, là, forcément. À part qu'il y a de quoi de fantastique qui est trouvé, mais... Non, même, là, c'est stable. J'avais une asymétrie. J'entendais plus d'une oreille, je l'ai perdu. Mais c'était depuis 6 ans, c'est à peu près stable, là. OK. Peux-tu me permettre une question vraiment plate? Oui. C'est quoi qui est le pire, selon toi? Est-ce que c'est de perdre la vue? Là, toi, en plus, t'as quasiment perdu en même temps, là. Est-ce que c'est répondable, cette question? Je vais te répondre d'une façon peut-être qui est saugrenue, mais je vais dire, si aujourd'hui on donnerait une baguette magique, puis on dirait tu retrouves la vision ou tu retrouves l'audition. Je suis curieux de la réponse. Je te dirais l'audition, parce que probablement parce que je suis plus habitué à vivre en mode non-voyant qu'en mode... si tu m'enlèves mes prothèses,
je suis pas fonctionnel, c'est-à-dire que j'entends pas, puis j'aime pas ça, même qu'il y a eu une période de ma vie où je dormais avec mes prothèses ouvertes. Là, Tu le fais plus? je le fais plus parce que je trouve pas sommeil, mais si je vais en voyage avec un groupe, ça se peut que je dorme avec mes prothèses ouvertes dans mes oreilles. C'est qu'est-ce qui est pas conseillé par l'audioprothésiste parce que c'est sûr que c'est quelque chose que le corps est pas habitué. D'avoir en permanence, Avoir même en permanence, oui. pendant le sommeil. Oui. Mais là, pendant que tu dors, admettons, si tu dors sans tes prothèses, là, t'entends plus rien? Presque plus rien. Presque plus rien. Oui. Mais là, admettons, je sais pas, est-ce qu'il y a des dispositifs pour... Oui, là, je les ai enlevés parce que c'était plus tannant que d'autres choses à cause qu'ils vibraient pour rien, mais il existe des dispositifs que le livret vibre si quelqu'un qui a de la vision, ça va être des lumières, mais quelqu'un qui voit pas, c'est le lit vibre, si le téléphone sonne ou si l'alarme de feu part, puis tout ça ouais. pendant la nuit ou des choses comme ça. Oui. Mais là, tu dis des lumières, c'est que c'est quand même assez fort pour te réveiller, réveiller la personne. Même le système qui vit le lit vibre, c'est tellement fort que ça m'est étonnant plus que d'autres choses. Pour ça qu'on les... Puis une de mes copines qui me l'avait fait enlever parce que là, elle commençait à trouver que c'était vraiment harcelant, là. Puis moi aussi, je commençais à trouver que, regarde, je l'ai débranché, la place, je l'ai laissé brancher. Donc, pour ça, quand j'ai déménagé, à un moment donné, j'ai décidé de pas le remettre, malgré que il y a quand même un risque, mais tu sais. Mais là, tu parles d'une copine, c'est que tu as vécu avec une copine, donc dormi avec une copine. Ouais, j'ai été marié, je suis divorcé. OK. Mais là où je voulais en venir, c'est que, parce qu'on pourra en reparler si tu veux, mais bon, si tu dors avec quelqu'un, la personne va te réveiller. Si jamais, admettons, il y a l'alarme de feu ou quelque chose comme ça. Et oui, c'est sûr que s'il y a un problème avec quelqu'un, la personne va me réveiller, mais la personne, elle avait peur, elle extrapolait dans le futur, puis là, elle angoissait dans le futur, donc pour la rassurer, ça finit. Même mes parents, à un moment donné, parce que je suis revenu seul, comme présentement seul, et mes parents, à un moment donné, ils se sont mis à angoisser s'il arrivait un problème, mais tu sais, ouais, tu sais, on peut pas non plus s'empêcher de vivre, puis tout ça. C'est ça. OK. Puis toi, est-ce que ça t'angoisse ou pas? Moi, non. Moi, je suis... T'es pas peureux de nature? Ou t'as confiance en la... J'ai confiance en la vie. Je pense bien... probablement que c'est ça. Là. OK. J'étais pas au courant que t'avais un problème auditif, puis je trouve ça intéressant de faire des liens un peu... en tout cas, de comprendre aussi comment ça peut se passer... quand on est atteint de ces problèmes-là, parce que, tu sais, on y pense certainement pas toujours aux autres problématiques que ça apporte. Oui, puis des fois, aujourd'hui, je le dis, tu sais, quand ils vendent trop, je me déplace pas dehors n'importe où, parce que le vent fait en sorte qu'on analyse moins bien le trafic. Ça doit être infernal, mais oui. Il y a un coup de vent dans les prothèses, donc c'est pas si pire, mais une journée trop de vent en continu, là. Trop de vent, de la pluie. Même au début, j'avais des prothèses, entre guillemets, analogiques, puis on a changé avec des prothèses numériques, qui est comme l'équivalent du son surround à du son... stéréo peut-être ou analogue, puis c'était trop au début, le cerveau il analysait trop loin. J'attendais des autos à 4-5 coins de rue, puis là, on me demandait pourquoi je traversais pas. C'était une période, un bon 2-3 mois d'adaptation à être capable d'analyser d'où provenait vraiment le son. Ouais, à pas avoir
être confortable, puis à pas reculer les camions, parce que là, à un moment donné, le son venait tellement fort que le camion était à un coin de rue, mais moi, je reculais parce que je pensais qu'elle en rentrait dedans, puis... Ouais, j'avoue que c'est toute une adaptation, ça, là. Puis toute la question de le co-déplacement, c'est sûr que là, je suis pas vu de la difficulté, parce que là, c'est sûr que la profondeur est plus difficile à analyser, savoir qu'il y a une porte ou pas qui est ouverte juste avec l'audition, c'est plus difficile que quelqu'un qui n'aurait pas de problème d'audition, malgré que c'est pas tout le monde qui est non-voyant qui est capable de le faire aussi, là, mais... Et puis là, quand tu parlais du vent, est-ce que ça fait un peu, je sais pas, j'essaie de trouver comme une ressemblance, là, comme le vent, mettons, dans un micro, tu sais, qui rentrerait tout le temps dans le micro, puis que ça empêche d'entendre de ce qui se passe? Oui, ça peut ressembler à ça. Hein. Mm-hmm. Oui, ouais. Ça doit ressembler à ça, oui. C'est que j'avoue que, ouais, ça peut être vraiment désagréable. Ben, en tout cas, au-delà du côté désagréable, c'est que faut aussi... Il y a ça, puis il y a le fait aussi que, étant jeune, j'étais un adepte de natation, qu'aujourd'hui, je me prie quasiment de me baigner, à cause que quand tu te baignes, il faut t'enlèves tes prothèses, donc t'entends presque plus rien, donc c'est... Tu te retrouves aveugle et sourd, dans le fond. Quasiment, oui. Ouais. C'est que ça peut être encore plus complexe. C'est désagréable. Il y a une forme de désagrément, là. Je comprends. Hey, écoute, ça passe très, très vite. Ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. C'est incroyable. Si t'es d'accord, on va faire une pause, Jason, puis après ça, je pense bien qu'on peut parler de d'autres choses. Oui. Si t'es d'accord, bien sûr. Oui. Si tu trouves que l'entrevue va bien. Oui. Je trouve ça vraiment très intéressant, en tout cas, puis je suis sûr que je suis pas le seul non plus. Donc, on fait une pause, puis on revient tout de suite après avec notre invité qui est Jason Fortin. À notre prochaine émission! D'ici notre retour en septembre, nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées à venir s'asseoir à notre micro. Si vous êtes l'une de ces personnes ou si vous connaissez des gens atteints de déficience visuelle ou qui travaillent avec ce type de clientèle, nous vous invitons à communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous accueillir et de vous écouter. Connaissez-vous? De retour le 6 septembre. Nous sommes de retour à Connaissez-vous avec notre invité qui est Jason Fortin et je suis vraiment très, très, très impressionné parce que bon, il y a plein de sujets qu'on parle que je m'attendais pas à parler. En plus que c'est notre dernière, puis je trouve qu'on a eu on a eu une saison extraordinaire, c'est sûr, mais une fin de saison aussi avec des invités vraiment très, très flamboyants qui avaient plein de choses à raconter et c'est ça le but du projet. Donc, Jason, tu me disais pendant la pause que, bon, tu sais, on pourrait dire que tu as eu une enfance puis une adolescence remplie de péripéties, remplie de choses quand même pas hyper faciles. C'est toutes des choses qu'on n'espère pas puis qu'on aurait préféré qu'ils arrivent pas. Mais ça t'a pas empêché quand même de faire une vie quand même relativement normale puis intéressante puis de t'impliquer aussi dans ta communauté. Exact. Du première secondaire à secondaire 5, à 5e secondaire, et j'ai été dans les conseils étudiants. Hein. J'ai premièrement comme conseiller de classe, première puis deuxième secondaire, puis après ça, j'ai été secrétaire trésorier pendant 3 ans. Puis même à la fin, on m'a décerné pour l'application que j'ai eue tant dans le conseil étudiant que dans d'autres conseils, le prix du lieutenant-gouverneur, qui était l'honorable Madame Thibault à l'époque. Oui. Justement pour mon implication point de vue l'école, ma réussite, entre guillemets, parce que j'ai fait mon secondaire en 5 ans, ce qui était quand même très bon. Ben vraiment super bien, là. Ben oui. Oui. Puis en plus, tu disais que tu as été
représentant de classe, c'est ça? Ouais, on a représenté ma classe parce qu'en première puis en deuxième secondaire, d'ailleurs, on changeait pas de classe, on était dans une classe avec les mêmes... Le même groupe toujours, là? Oui, quand troisième à cinquième secondaire, on changeait de camarades à chaque cours. C'est pour ça que c'était par niveau. Là, j'ai été secrétaire, trésorier en cinquième secondaire. Puis, Mais c'était bien parce que les gens, ils te faisaient confiance, puis ils te... Oui, j'ai tout. J'étais quelqu'un qui était plus âgé à cause de mon élémentaire, puis j'étais quelqu'un qui était très instruit pour quelqu'un de mon âge. Ça veut dire que j'avais quand même ouais, un vécu, un sérieux. c'est ça. Oui. J'étais- Ça t'a servi, ça a été Oui, perçu. oui. Puis j'avais une grande gueule, avec, je répondais toujours aux profs, puis je parlais aux profs après la classe, puis tout le monde j'avais une confiance, une notoriété que certains me donnaient. Ça veut dire que j'avais mon chien qui était aussi un élément de démarcation par rapport aux autres. Le chien, c'est arrivé en quelle année? En sixième année, j'ai eu un chien que j'ai eu 2 ans, que ça n'a pas collé. C'est-à-dire en 96. OK. Puis j'en ai eu un deuxième que j'ai eu pendant 8 ans, en 98, qui m'a suivi une partie de mon du secondaire, deuxième secondaire à cinquième secondaire. Puis au collège, au début de l'université, il est mort en 2006. En 2006. Oui. Et là, corrige-moi si je me trompe, mais ça devait pas faire tant d'années que ça, là, que Mira donnait des chiens aux adolescents quand tu... Quand j'ai eu Zahir en 96, que j'ai eu 2 ans, il portait à bout de bras le programme enfant. Puis il fallait qu'il y ait des données pour prouver qu'il était capable de donner des chiens guides aux enfants. En 98, c'était reconnu là, que c'était correct là, qu'ils donnent des chiens guides à des enfants, mais c'est sûr que c'est encore, pendant un nombre d'années, il est obligé de reprouver que c'était correct, puis il est encore dans les exceptions qu'il le fait, les Américains ils achètent des chiens guides de la Fondation Mira pour les jeunes, parce qu'il n'y a Les pas d'école. adolescents, tout ça. Ouais, il n'y a pas d'école qui donne de chiens guides aux États-Unis pour les 12-18 ans ou les 12-21 ans. Et toi, c'est quoi qui t'a décidé d'aller chercher un chien, un premier chien? Il y avait à la base, un problème d'acceptation de la canne. Puis, deuxièmement, problème d'acceptation de l'handicap. On m'avait demandé si le spécialiste en orientation mobilité m'avait demandé si je voulais avoir un chien guide. Puis j'avais dit oui, puis on était évalués, puis j'ai eu un premier chien guide. Ça a été rough au début. Puis j'avais un chien qui était Roger Bontran, pas mal. Puis, mais le deuxième, ça l'a bien été. OK. Puis là, pourquoi ne plus en avoir Harmonium, il est mort. J'étais à l'université. J'ai déménagé avec ma conjointe de l'époque. Puis on avait un petit appartement. On a fait un choix de couple de pas retourner dans chercher. J'ai arrêté à aller à l'école, à l'université en classe. J'ai commencé l'université à distance, donc je me déplaçais moins, le besoin du chien était moins là. En 2014, je suis retourné chercher un chien qu'on a dû déclasser il y a 2 ans, qui était... j'avais l'impression avec Paco qui s'appelait d'être le parent... être le parent d'un adolescent qui était obligé de toujours leur rentrer dans l'or, c'était pas sécurisant, puis c'était pas confortable. Donc, quand on m'a donné le choix à le garder ou de le rendre? le redonner, j'ai décidé de le redonner. Puis là,
je suis en guillemets posé en attente. Il faudrait que je fasse des démarches pour voir qu'est-ce qui se passe. Je sais qu'on m'avait parlé du milieu, vu que il n'y a pas de trottoir partout, il y a du bord de rue, c'est pas tous les chiens qui sont capables de le faire, que j'ai besoin d'un chien qui a pas trop d'attirance. Donc, je suis pas mal je suis du genre, en guillemets, pour trouver un chien qui va coller. Peut-être pour ça aussi que là, OK. ça fait deux. Mais ça se pourrait que tu en aies un autre. Oui, Faut trouver le bon chien. trouver le bon chien, puis je suis pas fermé, mais je pousse pas, là. Je suis quand Si même ça l'a bien. arrivé, ça va arriver. Oui, exact. OK. Là, je vais faire un vrai mauvais, une mauvaise liaison, mais bon, on parlait des chiens qui sont arrivés dans ta vie, puis là, à un moment donné, tu as parlé d'une conjointe. La conjointe, elle, comment qu'elle est arrivée dans ta vie? Est-ce que... Je sais que dans l'entrevue, à un moment donné, tu as dit qu'à une époque, tu voulais pas avoir de blonde. À un moment donné, ça a changé, forcément. J'en ai eu une en fin du secondaire, ça n'a pas collé. Après ça, au cégep, on avait fondé un comité. Un moment donné, à la fin du collège, il est arrivé une demoiselle qui avait des problèmes de vision. Puis, elle s'est impliquée dans le comité, puis on s'est connus. Elle avait comme moi, elle avait entrement de leadership, puis on s'est connus, puis un moment donné, je la voyais dans ma soupe, puis à un moment donné, une de mes amies de filles, elle a poussé pour qu'on devienne en couple. Donc, à la fin de ma dernière année, qui était sa première année pour elle, elle a étudié en éducation spécialisée. On s'est connus, puis on a commencé à être en couple, puis avec le temps, on est allé demeurer ensemble. Moi, j'étais à l'université, elle était encore au collégial. Puis c'est ça, on a fait un couple pendant 3-4 ans. On s'est mariés. C'est ça, vous vous êtes mariés? Oui, c'est quand même marié pour moi, entre guillemets. On s'aimait. Il y avait questions pré-bourse, il y avait un paquet de questions. Donc, maintenant, on a décidé de le faire. De le faire, mais malheureusement, ça finit de façon un peu tragique. Elle est partie avec quelqu'un, un de mes amis, puis regarde, aujourd'hui, ça fait quand même une dizaine d'années de ça. Aujourd'hui, je sais que c'est ça qui est arrivé pour le mieux, mais à l'époque, c'est ça que c'était... ça a été dur, ça a été plate. C'était plate, ça, mais regarde. Là, t'es célibataire? Oui. Ouvert à quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Hey, Jason, on va finir sur quelque chose. Ben, en tout cas, on va tirer les points positifs de tes expériences de travail, parce que tu m'en as énuméré quelques-unes, puis je trouve que c'est important, parce que tu as un beau bagage d'études. Oui. Ça a servi quand même au niveau du travail un peu. Surtout au bénévolat, parce que comme je te disais, j'ai fait quand même, été président du comité d'usager le centre de réadaptation au moins pendant 5 ans ici à Québec. OK. Puis ça. Mais effectivement, point de vue travail, j'ai eu une expérience de travail. On faisait des milieux post-impression, on faisait des catalogues de présentation des comptoirs en thermoplasma qu'il fallait coller des morceaux qui donnaient la texture qui représentaient la texture du comptoir. Il fallait le coller un endroit particulier, donc ça demandait de la vision, puis avec un gabarit, on était capable de le faire. Puis j'ai fait ça pendant une secousse. Après ça allait arrêter parce qu'il n'y avait pas d'autres ouvrages qui pouvaient me donner. J'ai fait aussi de l'insertion de graphiques dans des volumes braille pendant un été. C'était un emploi assez formidable qui allait... aujourd'hui, je sais pourquoi ça m'est arrivé dans ma vie, mais à l'époque, je le cherchais. Et c'est ça que... j'ai toujours eu
une recherche à travers tout ça de faire avancer la dignité des personnes handicapées visuelles ou handicapées tout ça. C'est en lisant un livre, une organisation que je fais partie, ça s'appelle les Sceaux. J'ai découvert que ma mission dans la vie, c'était ça, c'était de faire avancer la dignité des personnes en situation de handicap. Je sais qu'aujourd'hui, je cherche encore des moyens. Présentement, j'ai comme projet probablement de lever des fonds pour faire adapter plus de livres en braille. J'ai d'autres projets dans ce style-là, mais ça, c'est un projet qui veut mettre de l'avant. Présentement, il y a c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ouais, qui me tient à cœur de mettre en place des moyens pour ramasser de l'argent, pour faire avancer la dignité. Parce que, tu sais, Martin Luther King nous disait je suis un homme, mais nous autres, on est là, des fois, on est vu comme tu vas recevoir un chèque, puis organise-toi avec ton chèque, mais on a mis en somme des compétences, point de vue, peu importe la façon de les acquérir, puis on a le droit à fonctionner dans la société comme tout le monde était vu au-delà de notre handicap, parce que bien souvent, quand tu vas passer une entrevue pour travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, tu t'es vu par rapport à ton handicap, t'es pas vu par rapport à t'es une personne, tu as développé des compétences C'est ça qu'il y aurait quelque chose à apporter. Oui. Mais tu me disais que tu as fait des conférences aussi? Oui, j'ai fait des conférences. Justement, la personne ressource a commencé par la personne ressource à l'école qui donnait des conseils à mes enseignants, qui m'avait demandé de parler pour comment qu'on fonctionne avec quelqu'un qui étudie, qui voit pas. J'ai commencé de même. Après ça a été pour Mira, ça a été pour... j'avais participé de quoi pour l'association des parents handicapés, enfants handicapés visuels. J'en ai fait un autre pour motiver des élèves de 4e secondaire. J'ai fait une coupe pour le sort des fermières dans le cadre de Mira. Vous faisiez aussi de la représentation pour Mira dans des points de vente. Sauf que c'était une activité qui était très agréable, très appréciée de faire de quoi pour ramasser des sous pour donner d'autres chiens guides, parce que je n'ai rien fait pour l'argent, j'ai fait tout pour... Moi, j'ai reçu beaucoup dans la vie, puis je veux redonner à la société, de qu'est-ce que j'ai reçu, parce que pour avoir fait 5 ans d'université, pour avoir passé à travers toutes les épreuves, c'est la société qui m'a redonné. C'est que pour moi, j'ai une vocation de vouloir redonner à la société tout ce que j'ai reçu. Tu sais, vous voyez, Jason pourrait se plaindre de bien des choses, puis ce qu'il dit, c'est qu'il veut redonner ce qu'il a reçu aux autres. Ça servirait à quoi de se plaindre? Il y a un grand homme du 20e siècle qui disait regarde pas qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que la société peut faire pour toi, mais regarde qu'est-ce que toi tu peux faire pour la société. Ça veut dire que si tu apprends à devenir, à améliorer ton leadership qui est au service de la société, est au service des autres et non être un donneur d'ordre, il faut redonner une valeur essentielle qui est au centre de ta liberté. Ça. Il faudrait que tout le monde pense comme toi. Merci. Hey, j'ai la petite larme à l'œil, là.
C'est une fin de saison auquel je ne m'attendais pas. Puis je te remercie beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Jason. Je pense que les gens devraient vraiment prendre exemple sur toi et sur les gens comme toi. Puis je t'encourage à continuer des conférences. C'est toujours intéressant. Ça l'apporte beaucoup aux gens qui t'écoutent, qui justement vont prendre exemple aussi. Puis tu as plein d'autres projets aussi dans le but d'amener, de redonner à la société, comme tu dis. Et je t'encourage et j'encourage tous ceux qui veulent le faire. Merci. On termine avec toi l'émission. On termine la saison, comme je l'ai dit. Je voudrais remercier les gens qui m'ont aidé. Je veux pas nommer trop de personnes parce que de toute façon, connaissez-vous, c'est une petite équipe, c'est une très petite équipe. Mais c'est sûr et certain que j'ai reçu 36 invités cette année et je vous en remercie parce que sans vous, il n'y aurait pas de projet. Donc, je vous remercie. Je remercie évidemment Stéphane Pilon qui m'aide avec la mise en ligne de toutes les émissions. Stéphane a été là toutes les semaines pour mettre les émissions à temps sur le site Internet pour que les émissions sortent les vendredis. Et même qu'à un moment donné, c'est moi qui étais un petit peu en retard dans les enregistrements. Puis je me suis dit, Martin, t'as pas le droit de faire ça parce que Stéphane, lui, il est là pour les mettre, les émissions, pour qu'ils sortent comme prévu. Et merci à toi, Stéphane. Et merci à vous tous. Je vous souhaite un bel été. Je vous invite à continuer à m'écrire, à me faire part de vos commentaires, de vos suggestions. Et on se retrouve en septembre pour une autre saison de Connaissez-vous. Et merci encore une fois, Jason. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.